Il y a un mois, on se posait la question de s'il existait une situation encore pire que celle de Volkswagen. Eh bien, je pense que depuis le 1er décembre, on a trouvé, et bien sûr, on va parler de Stellantis. Alors, entendons-nous bien, hein, même si sur le papier, Carlos Tavares a démissionné, il a surtout été viré. Et ce n'est pas spécialement une surprise, hein, on sentait venir le coup depuis quelques semaines, depuis en fait qu'il avait annoncé sa retraite et la non-sollicitation d'un nouveau mandat à la tête de Stellantis. On sentait venir sa succession arriver. D'ailleurs, elle avait même été annoncée, hein, comme quoi le recrutement a été ouvert pour le remplacer. Alors pourquoi le groupe Stellantis souhaitait indiquer à tout le monde, et en particulier à ses actionnaires, que ne vous inquiétez pas, Carlos Tavares est bientôt parti? Eh bien, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui parce que Stellantis, c'est une marque, ou plutôt un groupe qu'on ne connaissait pas il y a à peine 4 ans et qui aujourd'hui est bien connu dans le monde automobile et malheureusement certainement pas pour les meilleures des raisons. Stellantis, c'est un groupe industriel automobile qui est né de la fusion ou quasiment du rachat de Fiat Chrysler Automobile par le groupe PSA Peugeot Citroën. Et cette combinaison de deux groupes qui a pris ce fameux nom de Stellantis rassemble un nombre énorme de marques, tant américaines que européennes. Citons par exemple Peugeot, Citroën ou DS Automobile pour les françaises, Fiat, Alfa Romeo, Maserati pour les italiennes, Opel côté Allemagne, Vauxhall côté Grande-Bretagne. Opel et Vauxhall qui historiquement étaient sous le giron de General Motors, hein, qui avait été racheté en 2016. Et de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons Jeep, Chrysler, Ram et Dodge. Et côté chinois, depuis peu, nous avons Leapmotor. Alors j'en ai certainement oublié, hein, parce qu'il y a tellement de marques que c'est assez difficile de s'en souvenir de toutes. Mais voilà, c'est le tableau à peu près de toutes les marques de Stellantis. Alors comment on en est arrivé à un groupe aussi tentaculaire? Alors pour comprendre ça, il faut comprendre d'où viennent chacun des deux constructeurs qui ont fusionné, à savoir PSA Peugeot Citroën d'un côté et Fiat Chrysler Automobile de l'autre. Et je vais commencer par PSA Peugeot Citroën parce que c'est un peu plus proche de nous, hein, en France bien sûr. PSA Peugeot Citroën, si vous vous souvenez bien, était dans une posture assez délicate, hein, dans les années 2012-2013 où le groupe faisait beaucoup de pertes et se battait pour sa survie. Donc après une recapitalisation par l'État français et par Dongfeng, après le recrutement de Carlos Tavares en tant que PDG, le groupe a pu avoir des reins suffisamment solides et capitaliser sur de nouveaux produits comme la 308 de deuxième génération et surtout le 3008 de deuxième génération pour sortir de l'eau et se refaire une santé financière. Et dès son arrivée en 2014, Carlos Tavares a vraiment marqué de son empreinte la politique et la manière de travailler du groupe PSA, à savoir des investissements minimums et une chasse aux coûts permanente. En tout cas au début ça a plutôt bien fonctionné, et comment Carlos Tavares fonctionne, pour lui il faut toujours être plus gros pour toujours chercher les économies d'échelle et chasser les coûts. Donc c'est pour ça qu'en 2016 le groupe PSA rachète les marques Opel et Vauxhall à General Motors, parce que ça permet d'avoir de nouvelles opportunités de synergie et de nouvelles opportunités de chasse aux coûts. Forcément, quand le groupe PSA rachète Opel, eh ben, tout ce qui concerne l'ingénierie et la conception de voitures dans le groupe Opel, c'est-à-dire l'entité européenne de General Motors, et ben, toute l'ingénierie qui concevait les voitures eh ben, a été, pour dire, réduite à néant, puisque les voitures Opel sont désormais des Peugeot qui ont été rebadgées, ou en tout cas recarrossées. Alors il n'y a pas spécialement de mal à ça, hein, mais il faut bien comprendre que si Opel est devenu performant financièrement et rentable, c'est notamment en partie grâce à ça, parce que Opel ne conçoit plus des voitures de A à Z à 100%, mais prend tout simplement une base et des pièces Peugeot et Stellantis pour y ajouter sa carrosserie et le minimum de spécificité concernant sa marque. La plus grande différenciation étant bien sûr le design. Et cette méthode a remarquablement bien marché, hein, au-delà même des objectifs que s'était fixé le groupe dans le plan de redressement de Opel. Et c'est fort de ce succès que Tavares s'est senti pousser les ailes et voulait absolument élargir le groupe PSA. Alors il avait envisagé à un moment de s'associer avec General Motors, étant donné que voilà, il y a eu le rachat d'Opel et il y avait eu déjà des projets fait avec Opel avant le rachat d'Opel, hein, pensez aux Grandes Land ou au Crossland, ou même à l'utilitaire Combo. Mais ça ne s'est pas fait avec General Motors, mais c'est pas grave, Fiat Chrysler est entré dans la danse, et c'est donc avec Fiat Chrysler que PSA Peugeot Citroën
a fusionné. Et outre la chasse au cou menée par Carlos Tavares à son arrivée, et outre la recapitalisation du groupe PSA par l'État français et Dongfeng, ce qui a bien sûr permis à PSA de retrouver des couleurs au niveau financier à partir des années 2015-2016, c'est bien sûr la qualité de ces produits, et en particulier ceux qui ont été construits sur la plateforme EMP2, une plateforme de voiture extrêmement compétitive qu'on a retrouvée sous la 308 de deuxième génération, sous le 3008 de deuxième génération, le 5008 de deuxième génération, le C5 Aircross, la 508 de deuxième génération. Tout un tas de voitures qui sont sorties ces 5-10 dernières années sont chez Stellantis et chez PSA sur cette plateforme. Une plateforme remarquablement bien conçue et surtout extrêmement légère. Et cette plateforme a été conçue avant l'arrivée de Carlos Tavares, c'est important à préciser, puisque les plateformes qui ont été conçues après son arrivée ont eu un développement beaucoup plus tumultueux de ce qu'on a pu en lire dans les déclarations publiques en tout cas. Je pense notamment à la plateforme CMP, ICMP qui est sous la 208, 2008 et toutes les petites voitures du groupe Stellantis aujourd'hui. L'autre groupe automobile qui a permis la naissance de Stellantis, c'est Fiat Chrysler Automobile. Fiat Chrysler Automobile qui n'était pas un groupe spécialement très vieux à l'époque où il a été racheté par PSA, puisque c'est un groupe qui existait depuis 2014, soit à peu près finalement la même période à laquelle le groupe PSA a été repris par Carlos Tavares à sa direction. Et durant ces années, le groupe Fiat Chrysler a été marqué par un homme. Cet homme, son dirigeant, c'est Sergio Marchionne. Sergio Marchionne, c'est un financier pur sucre. Il n'en a rien à faire des voitures, de la passion automobile, du vroom vroom, du design, du bruit d'échappement, de la compétition, tout ce que vous voulez. Lui, ce qu'il voulait, c'était que les marques fassent de l'argent, un point, c'est tout. Ça a donné un paysage de marques chez Fiat Chrysler qui, pour les passionnés automobiles dont je fais partie, faisait vraiment peine à voir. Du côté des marques italiennes, on avait Fiat qui se battait assez difficilement avec une 500 qui n'a pas été renouvelée depuis 2007, une Panda qui n'a pas été renouvelée depuis 2013, et le modèle précédent ayant duré une dizaine d'années. Quelques modèles dérivés de la 500 comme la 500L, la 500L Living ou la 500X qui faisaient les bonheurs des loueurs courte durée. Du côté de chez Lancia, qui n'était pas spécialement mirobolant mais qui arrivait à vivoter avec la Y et la Delta, Fiat Chrysler Automobile a tout simplement décidé de rebadger des Chrysler en tant que Lancia pour les vendre sur le marché européen. Ça nous a donné le Lancia Town & Country, qui est tout simplement le Chrysler Grand Voyageur, et la Lancia Thema. Et aux surprises, eh ben, ça n'a pas marché au niveau commercial. Mais ça faisait des modèles peu coûteux à développer et à proposer sur le marché européen. Et d'un point de vue comptable et purement financier, ça pouvait avoir du sens comme décision. Non, le vrai rêve de Sergio Marchionne, c'était le haut de gamme reconnu à l'international et surtout reconnu sur le sol nord-américain, à savoir Alfa Romeo et Maserati. Sauf que les investissements n'ont largement pas été à la hauteur. Puisque du côté d'Alfa Romeo, après la Giulietta, il n'y a rien eu sur ce segment de marché. Et une fois les Giulia et Stelvio sur le marché, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur la gamme Alfa Romeo. Giulia et Stelvio qui sont pas spécialement de mauvaises voitures, mais qui ont beaucoup à faire pour se battre avec la concurrence allemande sur ce marché très disputé, surtout en Amérique du Nord. Et l'offre était, il faut le reconnaître, pas assez compétitive pour s'imposer sur ce marché en Amérique du Nord. Ceci en partie dû à la fiabilité et à la réputation d'Alfa Romeo de absolument pas tenir la cote une fois revendue en occasion. Mais au moins Alfa Romeo avait une bonne plateforme propulsion légère, la plateforme Giorgio à disposition sur ces modèles. Du côté de Maserati, c'est un peu plus triste puisque le trio de modèles lancés sous l'ère FCA, la Ghibli, la Quattroporte et le Levante sont à la fois unanimement reconnus comme étant des voitures très belles, encore que peut-être pas autant que les véhicules précédents, mais moi je trouve que c'est des véhicules qui sont très beaux, mais aussi unanimement reconnus comme étant des véhicules extrêmement mauvais. Mauvais en tant que tel et mauvais surtout en comparaison de ce qui peut se faire du côté allemand sur les mêmes classes de véhicules. Notamment chez BMW, on n'est pas du tout au niveau avec ces Maserati développés sur base Chrysler. Et du côté des marques américaines, Sergio Marchionne voit que les Jeep et les Ram, ça se vend bien, que les modèles Dodge avec le V8 EMI, ça se vend bien. Et ben, on investit un minimum sur ces modèles, juste s'assurer d'année en année
chaque modèle ait les derniers équipements à la mode, comme CarPlay, les chargeurs sans fil à induction à l'intérieur, régulateur adaptatif et ce genre d'équipements qui arrivent au fur et à mesure du temps, mais les bases techniques, les voitures en elles-mêmes, ont très très peu évolué sur une dizaine d'années. Et cette stratégie à la Marchion, eh ben, ça a permis à Fiat Chrysler Automobile de faire beaucoup d'argent. Les actionnaires, en particulier la famille Agnelli, étaient très contents. Mais au bout d'un moment, eh ben, ils sont arrivés face à un mur d'investissement à faire. Ils n'avaient pas le cash puisqu'ils avaient tout versé ou presque en dividendes les années précédentes. Et donc c'est là qu'il a fallu trouver un partenaire solide. Et c'est là que le rachat par Peugeot Citroën avait du sens, puisque du côté de chez Peugeot Citroën, on avait quand même de très bonnes bases techniques, beaucoup plus modernes que celles de Fiat Chrysler, qui permettraient de concevoir de nouveaux modèles à moindre frais pour Fiat et Chrysler. Et c'est ainsi que nous avons Stellantis. Et à sa création, Stellantis, on pensait que ce serait un groupe indestructible, puisque d'un côté, on avait PSA qui avait été redressé admirablement, en tout cas en façade par Carlos Tavares. De l'autre côté, un groupe Fiat Chrysler qui certes était en manque un peu d'investissement, mais qui était extrêmement rentable et faisait beaucoup d'argent. Donc la combinaison des deux laissait présager du meilleur pour la suite. Stellantis a été créé en 2021, donc au cœur de la pandémie et de la crise du Covid et des crises associées dans l'industrie, à savoir les pénuries de semi-conducteurs et les crises de production. Et ça a permis de faire un très gros coup dès les premières années de Stellantis, à savoir, puisque la production était limitée, Stellantis, sur toutes ses marques, a augmenté les prix, et donc augmenté les marges, et fait beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que les résultats 2022-2023 ont été si hauts et si importants pour les marques de Stellantis, avec des marges qui dépassaient même celles qu'on pouvait observer chez Porsche. Mais cette crise Covid, c'était l'arbre qui cache la forêt, et ça a fait illusion finalement pas très longtemps, puisque une fois que les chaînes d'approvisionnement ont repris leur rythme de croisière, les clients sont tout simplement allés chercher des alternatives moins chères à ce qui existait. Et aujourd'hui, Stellantis, en particulier les marques en Amérique du Nord, se retrouvent avec un gros problème de positionnement tarifaire, et ça a impliqué notamment tout récemment en 2024 un surstock chez les concessionnaires qui n'arrivent tout simplement pas à écouler leur inventaire. Et c'est cette crise de stock sur le marché nord-américain qui a déclenché sur cette fin 2024 la crise qui a mené à la démission de Carlos Tavares. Mais Stellantis, ce ne sont pas malheureusement que des problèmes de stock en Amérique du Nord, ce sont bien d'autres problèmes qui sont arrivés ces dernières années. Citons-les rapidement. Le PureTech qui a complètement plombé la réputation des marques européennes de Stellantis issues de Peugeot Citroën. Aujourd'hui, la crise PureTech est en passe de devenir l'une des plus grosses crises en termes de l'industrie automobile moderne, avec beaucoup de gens qui se sont retrouvés sans voiture et face à un mur lorsqu'il a fallu se faire dédommager du défaut de ce moteur. Et malheureusement, cette crise va certainement être prolongée avec les moteurs Blue HDI qui ont aussi beaucoup de problèmes. Quand ce ne sont pas les moteurs, ce sont les équipements de sécurité qui posent problème. Avec les crises des airbags, notamment ceux fournis par Takata, qui a nécessité le rappel de centaines de milliers de voitures pour les faire remplacer. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Stellantis s'était mis en tête de changer son modèle de distribution en passant à ce qu'ils appellent le contrat d'agent, à marche forcée, notamment en Europe. Le contrat d'agent, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que les vendeurs de voitures chez qui vous allez, les concessionnaires, classiquement, ce sont eux qui achètent les voitures aux constructeurs et qui vous les revendent. Avec un contrat d'agent, le constructeur reste propriétaire des véhicules qui sont vendus dans le réseau de concessionnaires. Et ça, c'est pas spécialement quelque chose qui plaît aux concessionnaires, qui ne veulent pas être davantage dépendants du constructeur pour la vente de leur voiture. Et au-delà d'une certaine réticence des concessionnaires historiques face à ce contrat d'agent, il y a aussi eu énormément de problèmes au niveau informatique et système d'information pour tout simplement adapter le groupe Stellantis à la vente de véhicules en direct. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et plus récemment, Stellantis a été marqué par la sortie de modèles tout simplement pas finis. Ça a été particulièrement sensible pour les véhicules électriques que sont la Fiat 500, la Citroën IC3 et dans une moindre mesure le Peugeot i3008.
La Fiat 500 électrique, on a senti qu'il fallait la sortir le plus vite possible fin 2020, à tel point par exemple que quand elle est sortie, les notices utilisateurs n'étaient même pas éditées et bien sûr le logiciel était rempli de bugs. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec la IC3 cette année, qui n'était absolument pas prête pour sortir en 2024. Mais avec le dispositif du leasing social de l'État français, il y a eu un forcing, sans doute de Carlos Tavares, pour forcer la sortie de cette voiture dans les délais du leasing social. Et avec le fiasco qu'on a connu en septembre, où finalement très peu de voitures de Citroën C3 ont pu être immatriculées, et le peu qui ont été immatriculées doivent être mises à jour là en ce moment pour avoir la plupart des bugs qui sont corrigés. Et quand on regarde du côté de chez Peugeot, les derniers i3008 et i5008, là aussi ce sont des véhicules qui sont buggés comme pas possible. Lorsque vous lisez les essais presse ou que vous regardez certaines vidéos essais concernant ces véhicules, c'est assez affligeant de voir à quel point ces véhicules sont buggés. Et ceci en plus d'une plateforme STLA Medium qui n'est pas aussi bien née que la plateforme EMP2 de PSA à l'époque, puisque un 3008 électrique pèse 2 tonnes 2. Un 3008 thermique, c'est autour de 1600 kg, ce qui est des centaines de kilos plus lourd que ce que pouvait être le 3008 sorti en 2016. Donc une dernière plateforme pas si efficiente que ça, malheureusement. Et est-ce que l'investissement qui a été fait dans Leapmotor permettra à tout le groupe Stellantis d'avoir de meilleures voitures électriques à l'avenir ou de meilleurs logiciels? Eh bien, rien n'est moins sûr, et en tout cas, si c'est le cas, ça n'interviendra pas avant plusieurs années. Alors, nous avons un groupe qui est en crise, un groupe qui a des difficultés sur pas mal de technologies, le logiciel, les technologies hybrides dans le groupe Stellantis qui ne sont pas aussi avancées que dans d'autres groupes industriels, je pense à Hyundai Motor Group ou Toyota. Nous avons un groupe où les véhicules électriques sont corrects, mais sans plus, hein. On n'est certainement pas aussi avancé que par exemple le groupe Renault ou dans une moindre mesure le groupe Volkswagen. Qui Stellantis peut-il mettre à sa tête pour redresser la barre et naviguer dans la bonne direction avec cette quinzaine de marques en espérant ne pas y laisser trop de plumes au passage? Alors j'ai identifié 4 personnes dans le sérail des cadres des groupes industriels automobiles qui pourraient potentiellement reprendre la tête de Stellantis. Je vais vous les énumérer et puis je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de ce casting. Le premier, pour moi, qui peut être capable de redresser Stellantis, c'est Luca De Meo. Luca De Meo a montré son savoir-faire en termes de marketing et de stratégie dans le groupe Renault. Et même si tout n'est pas prouvé et tout n'est pas encore 100% réussi du côté de chez Renault, notamment pour la filiale Ampère 100% électrique, hein, à qui il reste encore de transformer l'essai des Mégane, Scénic et Renault 5, Renault 4 dans les prochaines années, je pense que les bases sont là et que le groupe Renault s'en sortira, peut-être pas en tête, hein, mais s'en sortira des crises liées aux transformations de l'automobile. Et il est incontestable que Luca De Meo a été un artisan de cette réussite de Renault ces dernières années. D'autant que Luca De Meo, c'est un ancien de chez Fiat, et c'est même lui qui est à l'origine de ce qu'est la Fiat 500 moderne lancée en 2007. C'est lui qui a suggéré de faire de la Fiat 500 un objet, une voiture un peu plus personnalisable dans la veine de ce que BMW faisait déjà avec la Mini, pour pouvoir être vendue quelques centaines, voire quelques milliers d'euros de plus que ce qu'elle aurait été vendue si ce n'avait été qu'une Fiat Panda à 3 portes. Et ça a été une stratégie couronnée de succès. Et nul doute que quelqu'un comme Luca De Meo, si on lui demandait de refaire une Lancia moderne électrique, eh ben, il aurait tout simplement pris une base de 208 et fait une Lancia Delta néo-rétro HF avec le moteur de 280 chevaux pour refaire parler un peu de la marque plutôt que la Y qui ne ressemble à rien qui nous a été servie cette année. Deuxième personne à laquelle je pense pour reprendre le groupe Stellantis, c'est Jean-Philippe Imparato. Jean-Philippe Imparato, ça a été le patron de Peugeot dans les meilleures années de Peugeot, c'est-à-dire au moment où la 308 de deuxième génération et le 3008 de deuxième génération sont arrivés. C'est lui qui a monté l'image de marque de Peugeot dans ces années 2014 jusqu'à 2020 à peu près, où Peugeot est devenu même en termes d'image légale, voire un peu plus que Volkswagen,
et où Peugeot vendait ses voitures avec plus de marge que Volkswagen. Et depuis la création de Stellantis, il est parti chez Alfa Romeo où il avait un boulot franchement pas facile, à savoir lancer l'Alfa Romeo Tonal sur une vieille base Chrysler Jeep en essayant d'avoir un véhicule le plus compétitif possible, ou en tout cas le moins à la ramasse possible. C'est pour ça qu'il a retardé le lancement de ce véhicule d'environ 6 mois pour avoir un petit peu plus d'autonomie sur les versions hybrides rechargeables pour pouvoir rentrer dans les appels d'offres des marchés de flotte, notamment en Allemagne. Mais même ce petit investissement supplémentaire pour le Tonal n'a malheureusement pas sauvé le succès commercial de cette voiture, qui de toute façon était vouée à être un échec, vu comment la plateforme sur laquelle il repose est datée. Le reste de son boulot chez Alfa Romeo n'est pas spécialement visible chez clients. Ça a été de tout simplement dégraisser, hein, comme le sait bien le faire Carlos Tavares, pour garder le minimum de monde possible dans les fonctions support et d'administration, pour que l'administration d'Alfa Romeo soit cohérente par rapport à la taille de la marque qui n'est pas énorme, et la taille de son catalogue qui lui non plus n'est pas énorme, avec surtout la Giulia et le Stelvio. Et malgré ces difficultés, il arrive à faire quand même de l'argent avec Alfa Romeo dans l'état où la marque est aujourd'hui. Et je pense que Jean-Philippe Imparato à la tête de Stellantis, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de bagou, hein. Il a pas trop de langue de bois, ou en tout cas quand il parle, on a l'impression qu'il donne pas trop de langue de bois. Il pourrait, je pense, donner davantage confiance aux équipes que quelqu'un comme Carlos Tavares. Carlos Tavares, c'est quelqu'un qui était quand même assez craint, hein, surtout sur ces dernières années, où on n'osait même plus lui faire part des problèmes qu'il y avait dans son groupe. Et j'ose espérer que une situation comme celle-là n'arriverait pas avec Jean-Philippe Imparato. Et comme Luca De Meo, Jean-Philippe Imparato, c'est quelqu'un qui est issu du marketing et qui aime les produits, qui aime les voitures aussi, et donc qui, à mon avis, peut faire du bon boulot lorsqu'on lui donne 15 marques à administrer. Troisième personne à laquelle je pense pour remplacer Carlos Tavares, c'est Herbert Diess. Herbert Diess, qui est donc l'ancien patron de Volkswagen, qui a été viré il y a quelques années parce qu'on estimait qu'il faisait pas de l'assez bon boulot avec la gamme électrique de Volkswagen. C'est vrai que la gamme électrique, lorsqu'elle a été lancée en 2020-2021, n'était pas spécialement exceptionnelle. Mais est-ce que c'est vraiment de la faute à 100% de Herbert Diess, ou plutôt des normes et des procédures de Volkswagen qui, historiquement, ne permettent pas de perdre un peu d'argent lorsqu'on lance une nouvelle gamme et des nouveaux modèles, et que donc il a fallu tirer les coûts au maximum pour avoir ne serait-ce que de la marge sur ces voitures, et donc être complètement pas compétitif face au marché. Je sais pas trop. En tout cas, je pense que si on met Herbert Diess aux commandes de Stellantis, il refera pas les mêmes erreurs que celles qui ont été faites chez Volkswagen. C'est quelqu'un qui a compris comment fonctionnent les constructeurs modernes tels que Tesla et les constructeurs chinois, et qui, je pense, peut insuffler une certaine politique au sein du groupe Stellantis pour avancer vers ces nouvelles pratiques et avancer vers l'électrification qui sera nécessaire pour réussir en Europe et en Chine, et même en Amérique du Nord à terme dans les décennies à venir. Cependant, je ne pense pas que ce soit le meilleur candidat pour Stellantis, hein, puisque c'est quelqu'un qui a le même âge que Tavares, et donc c'est peut-être trop tard pour lui pour prétendre à de telles responsabilités. Enfin, dernière personne à laquelle je pense pour le groupe Stellantis, pour remplacer Carlos Tavares, c'est Linda Jackson. Linda Jackson, qui est la directrice de Peugeot aujourd'hui, hein, qui a succédé à Jean-Philippe Imparato notamment, qui a été à la tête de Citroën en même temps que Jean-Philippe Imparato chez Peugeot lorsque Carlos Tavares est arrivé à la tête du groupe PSA en 2014, et qui a fait du bon boulot tant chez une marque que chez l'autre, et qui a toujours été loyal envers sa direction. Et je pense que la qualité de Linda Jackson dans un groupe aussi tentaculaire et international que Stellantis, c'est que, étant britannique, elle n'est ni européenne ni américaine. Et c'est peut-être pas un mal lorsqu'on souhaite diriger un groupe qui est à ce point implanté des deux côtés de l'Atlantique. Je pense que si elle est choisie, c'est pour assurer la continuité de Carlos Tavares dans le fond de sa politique, mais avec une forme beaucoup plus digeste pour les cadres et les employés du groupe. Et si j'étais à la place de l'un de ces quatre prétendants à la tête de Stellantis, qu'est-ce que je ferais? Et bien tout d'abord, j'aurais l'humilité, contrairement à Carlos Tavares, de reconnaître que, en tant qu'Européen, je n'ai pas les codes et l'historique pour comprendre et gérer le marché nord-américain, qui a ses spécificités et qui mérite d'avoir les cadres qui comprennent à 100% le contexte nord-américain pour gérer des marques comme Dodge, Jeep, Ram ou Chrysler.
C'est pourquoi je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les marques américaines, hein. Si vous êtes américain ou canadien, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des marques Dodge, Chrysler, Jeep et Ram aujourd'hui. Je serais très intéressé de vous lire par rapport à ça. Par contre, j'ai mon petit avis concernant les marques européennes, qui vaut ce qui vaut, hein, je vous laisserai en débattre aussi. Et moi je pense qu'il faut redonner un peu de valeur aux produits qui sont proposés chez toutes ces marques. Par exemple, Peugeot mérite d'avoir une meilleure plateforme que la STLA Medium qui lui est donnée aujourd'hui et d'avoir de meilleurs trains roulants et de retrouver le toucher de route des Peugeot qu'on avait sur la 208 de première génération, la 308 de deuxième génération, des voitures qui étaient exceptionnelles en termes de tenue de route. Je pense aussi qu'il faut acter l'échec de DS Automobile et qu'il faut rendre ces modèles à la marque Citroën qui mérite amplement de bénéficier d'une image haut de gamme portée par la DS des années 50. Et Citroën a longtemps pu exister avec à la fois des voitures populaires telles que la 2 chevaux et des voitures prestigieuses telles que la DS ou la CX qui lui a succédé. Et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait plus aujourd'hui. Je pense que Citroën a tout à fait sa carte à jouer, à avoir d'un côté des voitures originales et accessibles à tout le monde avec la gamme classique, hein, C3, C4 et C5, et pourquoi pas un ou deux modèles haut de gamme plus raffinés qui pourraient être estampillés DS. Et du côté des marques italiennes, je pense qu'il faut que Fiat demeure une marque accessible, hein, elle est reconnue pour ça et c'est sa plus grande qualité. Par contre, il faudrait peut-être davantage d'unités esthétiques entre une Panda, une 500 et une Tipo. Mais je pense que les bases sont là pour faire de bonnes voitures accessibles, si tant est qu'elles soient mises sur le marché lorsqu'elles sont prêtes, pas comme la Fiat 500 en 2020. Concernant Lancia, je pense qu'il n'y a pas spécialement d'urgence à redévelopper la marque à fond aujourd'hui. Pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure en parlant de Luca De Meo, pourquoi pas une Lancia Delta sur base de 208 avec le moteur de 280 chevaux électrique pour donner un petit peu d'image à cette marque à pas trop cher, ça pourrait être intéressant, d'autant que les travaux de mise au point ont déjà été faits sur la Y, hein, il suffirait juste de changer la carrosserie pour quelque chose de plus joli et néo-rétro qui ressemblerait à la Delta des années 80. Mais je pense pas que ce soit là qu'il faille investir en priorité pour les marques italiennes de Stellantis. Côté italien, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Alfa Romeo et Maserati et surtout avec la plateforme Giorgio d'Alfa Romeo qui a été une plateforme très coûteuse hein, à mettre au point par FCA. Et cette plateforme, elle est extrêmement bien née, extrêmement légère, extrêmement dynamique et elle mérite d'être utilisée aussi chez Maserati pour moi. Et de la même manière, les intérieurs avec les beaux cuirs et les belles selleries de Maserati méritent d'être mis aussi chez Alfa Romeo pour avoir quelque chose d'un peu plus cossu et raffiné que ce qui est proposé aujourd'hui. Voilà, je pense que les deux marques peuvent travailler de concert pour avoir des modèles premium entre 40 et je sais pas 200 000 euros pour les plus chers chez Maserati, une gamme qui pourrait être tout à fait cohérente face par exemple à BMW. Mais au-delà des modèles, il faudra surtout à Stellantis se refaire une réputation sur les technologies employées avec enfin des voitures hybrides haute tension qui consomment aussi peu que les Toyota et les Hyundai. Alors pour ça, pourquoi pas reprendre la base hybride basse tension qui existe sur les Peugeot 208 aujourd'hui, mais il faudrait quand même changer le moteur PureTech et avoir une hybridation haute tension sur la boîte de vitesse Punch Powertrain. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose de faisable assez facilement à pas trop cher, mais en tout cas il faudra le faire pour continuer d'exister. Je pense aussi que le plus tôt sera le mieux, il faudra mettre à la retraite le moteur PureTech. C'est un moteur qui était certainement très innovant, mais qui n'a absolument pas la fiabilité qu'il mérite par rapport à ses qualités. Et aujourd'hui, c'est devenu une vraie bête noire pour les marques européennes issues de PSA chez Stellantis. Donc il faut absolument passer à un autre moteur. Et pourquoi pas reprendre les moteurs Firefly de chez Fiat, qui étaient de très bons moteurs, et qui pour le moment ne sont distribués que en Amérique du Sud. Et pour assurer la clientèle concernant la valeur des voitures, des modèles, et la valeur résiduelle de ces voitures, pourquoi pas adopter une meilleure garantie sur les voitures du groupe Stellantis. Peugeot commence un petit peu à faire ça avec ce qu'ils appellent le contrat Allure Care, qui ressemble à ce que fait un petit peu Toyota, où les voitures hybrides sont garanties jusqu'à 10 ans si vous faites l'entretien chez eux tous les ans. Je pense qu'il faudra un petit peu plus que ça pour rassurer la clientèle, mais ça va dans le bon sens.
Si Peugeot propose par exemple 5 ans kilométrage illimité sans condition et jusqu'à 10 ans avec la condition de passer dans le réseau une fois par an, ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour assurer la clientèle. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation de Stellantis depuis 2021? Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai mis de côté pas mal de points concernant ce groupe industriel. On aura peut-être occasion d'y revenir ces prochains mois. J'ai une pensée quand même en particulier pour tous les travailleurs de chez Stellantis, que ce soit dans les usines ou dans les bureaux d'études, qui ont quand même dû sacrément parfois souffrir pour s'adapter aux méthodes de travail de Carlos Tavares. Alors ça a pu avoir du bon, notamment sur les bonus annuels des salariés, mais ça a quand même eu aussi du mauvais, hein, parce que les réductions d'effectifs, les réductions de postes, travailler dans les bureaux d'études en devant faire toujours plus avec toujours moins. Voilà, je pense à vous tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou par mail si vous avez des anecdotes à me raconter par rapport à tout ça. Je serais très intéressé de les lire. Encore merci à tout le monde pour l'engagement que vous avez envers mes vidéos. Ça me fait toujours super plaisir. Merci pour tous vos commentaires, tous vos likes et tous vos abonnements. En attendant de vous lire et de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.